et sa bonté, et qui va se détourner, comparé à d'autres, de l'angoisse fin de siècle, qui est très visible dans d'autres mouvements artistiques contemporains, comme le symbolisme, par exemple. Il va créer entre 1870 et 1915 des œuvres légères, allusives, délicates, qui retranscrivent dans une certaine forme une féerie toute parisienne et qui donnent à ce musée une véritable ambiance de joie de vivre. Et on va développer toute une communication d'ailleurs autour de l'institution. Je sais que tout le monde l'attend avec impatience, un logo, des affiches, des newsletters, etc. On y travaille et évidemment on veut les colorer de cette joie de vivre de Jules Chéret. Et pourtant, cette féerie, cette allégresse ne s'explique pas par une vie particulièrement facile et confortable. Il lui a fallu beaucoup de courage, beaucoup de patience, de la ténacité, parce que la gloire, finalement, pour Jules Chéret, apparaît assez tardivement. La première exposition consécration, disons, de Jules Chéret, c'est 1889, et à l'époque, il avait 53 ans. Son œuvre, donc, toute en allégresse, est plutôt une forme d'évasion, une forme de défi à ce destin assez difficile dont on va parler. Et il a projeté des images de ce qui lui a été refusé finalement une grande partie de sa vie. Et donc, ce cher Jules Chéret naît le 1er juin 1836 à Paris. Son père est ouvrier typographe, c'est une famille nombreuse, il a de nombreux frères et sœurs, et c'est une famille extrêmement modeste. Il montre déjà assez jeune des prédispositions pour le dessin. Donc on lui cherche un métier, comme à tous les jeunes, on cherche très tôt des endroits où les caser finalement, pour qu'ils puissent gagner leur vie. Et en 1949, c'est comme ça qu'il va devenir apprenti lithographe pendant 3 ans. Ensuite, il faut imaginer qu'il reproduit des lettrages inversés sur des pierres lithographiques, ce qui n'a rien de particulièrement fascinant pour un jeune doué comme Jules Chéret. Ensuite, il va travailler dans une entreprise Donc, on voit dans cette affiche pour le printemps qu'il est déjà un excellent coloriste, même si on avait vu dans la petite carte pour Rimmel, et aussi un maître dans le rendu du mouvement. Il a cette capacité, comme ça, à faire flotter ses personnages sans pour autant que tout s'effondre. C'est-à-dire que quand on n'a pas de ligne d'horizon, quand on n'a pas un sol qui est matérialisé, manifesté dans l'œuvre, souvent les compositions elles peuvent avoir tendance à tomber comme ça. Non, lui, il arrive à garder ses personnages réellement en apesanteur. Il a aussi pour ça regardé beaucoup l'estampe japonaise, qui a cette capacité aussi à sortir comme ça les personnages, à les détacher de leur paysage. Et donc, on a aussi il faut imaginer cette affiche sans le lettrage, sans les écritures au printemps, Étrennes 1906, etc. Cette image fonctionne, c'est-à-dire qu'il va composer avant tout une œuvre d'art. Il ne va pas composer d'abord une publicité. Et donc, il a compris le pouvoir de l'image. Et aujourd'hui, on ne reniera pas ça. Nous sommes tous les héritiers de Chéret avec ces flux d'images incessants, continus, qui nous sollicitent à chaque instant de notre vie, alors par la multiplication des écrans notamment, mais avant même l'arrivée d'Internet, notre monde contemporain, notre monde de production d'objets, etc., passe par une valorisation systématique par l'image. Et aujourd'hui, je cite, « Je rêverais d'appliquer ces procédés à la décoration d'une salle de théâtre ou d'Éden, à la combinaison d'un rideau que je décorerais comme une muraille. Peut-être même un jour ferais-je des modelages. » Le visage à peine éclairé, c'est la féminité et la jeunesse qui semblent triompher dans toute leur splendeur. C'est Jules Chéret, parisien de naissance mais niçois d'adoption, qui a réalisé cette belle colombine. Un pastel de très grande dimension, 198 cm sur 139. En effet, c'est à Nice qu'il... Donc grâce à vous,
on a pu la faire restaurer et vous voyez qu'elle est complètement transfigurée, qu'elle est de nouveau présentable au public. On a également profité pour faire restaurer le cadre qui était lui aussi, qui avait énormément vieilli, la dorure était complètement brunie. Le bois avait jauni, était très foncé, et donc on a redonné un coup de peps à ce cadre, qui est sans doute le cadre d'origine en fait, qui date vraiment de la création de l'œuvre, puisque c'est un cadre qui est quasiment identique à celui du domino jaune justement, dont on parlait tout à l'heure. Donc on a tenu à le garder et à le restaurer plutôt qu'à faire un cadre moderne. Voilà. Donc, elle a été illustrée, on a fait éliminer donc, les points blancs, le scalpel, et il y a eu une consolidation, donc des enfoncements et des déchirures par le verso, avec du papier japon et un adhésif d'amidon qui a été réalisé par la restauratrice sur place. On a également donc,